La capacité juridique active d'ester en justice d'une fondation et sa représentation comme moyen d'ordre public. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. J'espère que le son est correct parce que le microphone est resté au cabinet aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va être audible pour vous. La capacité juridique active d'ester en justice d'une fondation et sa représentation comme moyen d'ordre public. Il est intéressant de noter qu'il peut appartenir au tribunal administratif d'analyser si une fondation possède la capacité active d'ester en justice, suivant laquelle toute personne physique ou morale introduisant une action en justice doit disposer de la personnalité juridique. Une fondation qui introduit une action en justice doit être valablement représentée dans le cadre de celle-ci. L'organe ou la personne qui représente la fondation doit être habilité non seulement en vertu des dispositions statutaires, mais également en vertu des lois et règlements applicables à représenter la fondation. Donc l'organe ou la personne qui représente la fondation doit être habilité non seulement en vertu des dispositions statutaires, mais également en vertu des lois et règlements applicables à représenter la fondation, notamment dans le cadre de l'introduction d'une action en justice. En l'espèce, en particulier la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées, et plus spécifiquement encore ses articles 2 et éventuellement 26. Aussi, la recevabilité d'un recours contentieux et plus particulièrement la question de la capacité et du pouvoir de représentation de celui qui introduit une action en justice sont des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés d'office par le juge, par la juridiction donc, et dans ce cadre, la partie demanderesse peut apporter une régularisation ou un complément d'information en cours d'instance. Cela est notamment rappelé par deux jugements du tribunal administratif du 7 mai 2003 et du 14 juillet 2005. Donc pour aller plus loin, articles 2 et 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Donc que disent ces articles ? Article 2. Donc l'article 2, vous allez commencer à le connaître par cœur parce que c'est pas la première fois du tout que je l'évoque. Donc l'article 2 dispose « Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner 1. C'est donc l'article qui fait mention des mentions obligatoires, pardonnez-moi pour les répétitions, donc c'est l'article des mentions obligatoires d'une association sans but lucratif. Donc les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner premièrement la dénomination du siège, la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché. Deuxièmement, l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée. Troisièmement, le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à 3. Quatrièmement, les noms, prénoms, professions, domicile et nationalité des associés. Cinquièmement, les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres. Sixièmement, les attributions et le mode de convocation de l'Assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ces résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers. Septièmement, le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs. Huitièmement, le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association. Neuvièmement, le mode de règlement des comptes. Dixièmement, les règles à suivre pour modifier les statuts. Onzièmement, l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Enfin, l'article 2 précise, ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé. Voilà pour notre article 2 de la loi du 21 avril 1928. Ensuite, article 26 de la loi du 21 avril 1928, article 26. En dépit de l'avoir répété pas mal dans le cadre de ce podcast et sur notre blog notamment, je ne le connais pas encore par cœur, mais il ne saurait tarder. Donc, article 6 dispose, en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéa 1er et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. Donc ça, c'est l'article qui mentionne la capacité juridique passive d'une association qui n'aurait pas accompli certaines formalités obligatoires et qui ne serait pas conforme notamment avec la loi du 21 avril 1928. Et notamment les articles 2, qui sont les mentions obligatoires qu'on vient de citer juste avant, article 3, alinéa 1er, et article 9. Bon, je ne vais pas non plus reciter tout, enfin référencer tous les renvois de tous les articles, mais bon, on va quand même l'article 3 et alinéa 1er et 9, juste pour votre information. L'article 3, alinéa 1er, la personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts sont publiés. Voilà, c'est la publication des statuts. C'est la publication des statuts. Voilà pour cet article 3, alinéa 1er, qui est référencé, qui est renvoyé par l'article 26 de la loi du 21 avril 1928. Et l'article 9, pour finir ce dernier renvoi, sans le citer en entier. Article 9, donc, c'est les modifications, c'est la publication des modifications. Voilà. Voilà. Donc, article 26, on revient à l'article 26, alinéa 1er. Voilà, c'est la mention de la capacité juridique passive, c'est-à-dire qu'on ne pourra agir en justice si on n'a pas respecté toutes ces formalités en tant qu'association, mais les tiers pourront agir contre nous. Voilà. Article 6 alinéa 2, article 26 alinéa 2, l'omission des publications et formalités prescrites aux articles prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inopposable au tiers les faits qu'elle devait constater si l'omission leur a causé préjudice. Voilà pour l'alinéa 2 de l'article 26. C'est l'omission des publications et formalités prescrites dans ces articles. Article 3, alinéa 2, 10 et 11. Voilà, et ensuite, pour notre petite section, pour aller plus loin, aussi les jugements du tribunal administratif du 7 mai 2003, 10 569, et 14 juillet 2005, 19 103. La capacité juridique active d'ester en justice d'une fondation et sa représentation comme moyen d'ordre public. Vous pouvez retrouver tout cela sur le vademecum du cabinet, Mario Avocat avec un S, Mario Avocat avec un s.com/vademecum, et sur notre podcast, le podcast du droit et de l'impact, que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne du cabinet Bertrand Mario Avocat. Voilà, à votre service et excellente fin de journée ou soirée.